Cours 21, extrait de Physique Chimie TSTI 2D aux éditions Delagrave sur la radioactivité. Alors, un noyau est caractérisé par son symbole qu'on représente sous la forme XAZ. Alors X, c'est le symbole chimique du noyau, par exemple U pour uranium, C pour carbone, etc. A, c'est le nombre de masse qui indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et Z, c'est le numéro atomique qui indique le nombre de protons, donc le nombre de charges électriques du noyau, le nombre de charges positives. Un noyau est donc composé de Z protons et de A-Z neutrons, puisque A indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire à la fois le nombre de protons et de neutrons. Des noyaux sont dits des isotopes s'ils possèdent le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents. C'est le cas ici de l'uranium 238 et de l'uranium 235. On voit bien qu'à chaque fois ils ont Z égale 92, donc ils ont un même nombre de protons. C'est pour ça qu'à chaque fois c'est de l'uranium. Par contre 238 et 235 nous indiquent qu'ils ont un nombre différent de neutrons, ce qui va en faire des isotopes. Et lors d'une transformation nucléaire, il y a transformation d'un ou plusieurs noyaux, ce qui n'était pas le cas dans les transformations chimiques, où les noyaux n'étaient pas impactés par les transformations chimiques, donc le carbone restait toujours du carbone par exemple. Ce n'est plus vrai dans les transformations nucléaires, dans lesquelles les éléments chimiques ne sont pas conservés. L'énergie convertie dans le soleil ou dans une centrale nucléaire sont liées à des réactions nucléaires dont on va maintenant voir les principes en regardant un extrait d'un autre manuel, Physique Chimie TSTI 2D Hachette, qui est un peu plus clair que celui que l'on a habituellement. Alors, la radioactivité alpha consiste à perdre une particule alpha, qui est un noyau d'hélium 4 constitué de 2 protons et 2 neutrons, ce qui fait He, parce que Z égale 2 est associé à l'hélium, et He 4, 2, puisqu'on a 4 nucléons, dont 2 protons. Par exemple, le bismuth 213, c'est un émetteur alpha, c'est-à-dire que quand il va se désintégrer, eh bien en fait on va perdre He4,2 et on va retrouver à la place, alors le 213 devient 213-4, c'est-à-dire 209, 83 devient 83-2, 81. On peut lire dans le tableau périodique que 81 correspond au thallium. Alors là, il y a peut-être une erreur, mais enfin bon, bref, on regarde dans le tableau périodique à quel élément correspond Z égale 81 et on peut ainsi écrire l'équation. Il y a d'autres types de radioactivité, par exemple la radioactivité bêta- et bêta+, qui consiste en fait à l'expulsion d'un électron qui est complété par la transformation d'un neutron qui devient un proton. Alors ça fait une équation comme celle-ci. On a ici du tritium qui est un isotope de l'hydrogène qui est un émetteur bêta-. Alors bêta-, ça veut dire qu'il émet un électron. Alors l'électron, son symbole, ça va être E. Sa charge, c'est -1. Tout à l'heure, ici, on avait 2 qui disaient le nombre de protons, mais en fait, c'est aussi la charge. La charge de l'hélium, du noyau d'hélium, c'est +2. Et bien, en fait, là, la charge de la particule, c'est -1, et elle est constituée de 0 nucléons. C'est donc bien l'électron. Alors, si on écrit l'électron sous cette forme qui est logique, eh bien, on voit qu'on peut respecter la règle de conservation de Z et de A. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir 3 qui va être égal à 3 plus 0, et ici 1 qui va être égal à 2 moins 1. Et on peut donc écrire que le tritium se transforme en hélium 3 en éjectant un électron. La formule générale sera donc du type XAZ donne YAZ plus 1 plus E0 moins 1. Tout à l'heure, on avait une formule type du genre, pourquoi là il y a un problème avec l'électron. Oui, alors on va pas regarder celle-ci. Encore un autre type d'émission de radioactivité, c'est l'émission bêta+, qui correspond celle-ci à l'éjection d'une particule bêta+, alors qui ressemble beaucoup à un électron, mais qui est positif et on va l'appeler positon. Ça n'a rien à voir avec le proton, c'est une charge positive, mais ça ressemble à un électron, mais c'est positif, c'est ce qu'on appelle de l'antimatière. Alors, cette antimatière va être caractérisée, enfin, cette particule va être caractérisée comme tout à l'heure, on avait l'électron qui avait une charge -1 et qui est constitué de 0 nucléons. Voilà, c'est pareil, c'est 0 nucléons qui a une charge +1, ça fait le positon.
Et ça va nous permettre d'écrire que le beryllium 7 est un émetteur bêta plus en donnant du lithium 7, et j'obtiens toujours la même conservation, 7 plus 0 qui donne 7 et 3 plus 1 qui donne 4. Le rayonnement gamma. Alors quand un atome subit par exemple un noyau atomique subit par exemple une émission bêta-, eh bien on a dans ce cas-là avec le bêta-, donc on peut écrire les équations et voir qu'on obtient du nickel 6028. Mais il se trouve qu'on va obtenir ce nickel 6028 dans un état qui n'est pas tout à fait son état d'équilibre au repos, qu'on désignerait sur une échelle d'énergie par cet emplacement ici. On a un état excité du nickel 28, et le nickel 28, et cet état excité va être repéré par le petit astérisque qu'il y a sur le bord et qui est à côté du nickel ici, qui montre que c'est un état excité, et on va simplement repasser à l'état non excité, donc on n'a plus la petite étoile, en émettant un rayonnement gamma. C'est pas de la matière, c'est un photon, et c'est pour ça qu'on ne va pas modifier le 6028, parce qu'on a ici un photon qui n'est caractérisé ni par un nombre de masse ni par une charge électrique. Le bilan, c'est donc le cobalt 60 est devenu du nickel 60 en émettant un électron, et après, une fois qu'il a que le nickel a fini de se libérer de son énergie supplémentaire en émettant un photon, eh bien on a ce rayonnement gamma qui traduit la perte d'énergie sous rayonnement gamma, et c'est donc une onde électromagnétique de très haute fréquence et de très grande énergie. Les différents types de radioactivité, donc c'est exactement ce qu'on vient de voir, mais avec le manuel qui est beaucoup moins explicite que ce qu'on vient de voir. J'espère que vous aurez mieux compris avec le vieux manuel. Activité de noyaux radioactifs. Alors, l'activité d'un échantillon de noyau radioactif, c'est le nombre de particules émis ou le nombre moyen de noyaux qui se désintègrent par seconde. Ça s'exprime en becquerel. Donc un becquerel, c'est un nom qui paraît bien compliqué, mais en fait c'est tout simplement une désintégration par seconde. Donc si j'ai un échantillon dans lequel j'ai 10 000 atomes qui chaque seconde se désintègrent, eh bien ça sera, on aura une activité de 10 000 becquerels tout simplement. Alors, on peut mesurer l'activité entre un instant t et un instant t plus delta t. Et en fait, l'activité, ça sera le nombre qu'on en avait au temps t, moins le nombre qu'on en a après au temps t plus delta t, divisé par delta t. Et donc ici, on va avoir une activité, on va avoir une variation d'un nombre une variation d'un nombre d'atomes par unité de temps. Alors pour illustrer ça, on va prendre une petite animation qui représente un petit peu ce que c'est que la décroissance radioactive. On a ici un ensemble de 400 dés, et on va faire un jeu, on va les lancer, et à chaque fois que le dé tombe sur 6, eh bien en fait, ça correspondrait à une désintégration. La désintégration d'un noyau atomique est purement aléatoire, exactement comme le jeter d'un dé, et on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas faire d'expérience pour prévoir à quel moment un seul noyau atomique va se désintégrer. Tout comme on ne peut pas prévoir si ce dé-là en particulier va tomber sur 6 au coup d'après. Par contre, ce qu'on peut à peu près anticiper et ce dont on peut à peu près être sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de dés qui vont tomber sur 6. Alors comme la probabilité c'est 1/6, si on fait 400 divisé par 6, on va trouver 50, on va trouver une cinquantaine, une soixantaine de dés à peu près. Alors si je fais le lancer, voilà, c'est effectivement le nombre de dés ayant disparu, c'est 72. Il y en a 72 qui sont tombés sur 6. Donc tout se passe comme si dans mon échantillon ici, j'avais 72 désintégrations pendant mon unité de temps qui correspond à un lancer. Alors maintenant, si je refais un deuxième lancer, est-ce que j'ai autant de dés qui vont disparaître? Statistiquement non, puisque maintenant j'ai plus que 328 dés restants. Ce qui fait qu'il y a 1/6 de 328 qui devrait à nouveau disparaître, sachant qu'il peut y en avoir un peu plus ou un peu moins, c'est le hasard. Donc on peut relancer à nouveau et voir que effectivement on a eu une perte, on le voit ici sur le dessin, là on avait perdu tout ça comme dés, là on en a perdu un peu moins.
Si je refais un lancer, j'en ai perdu encore un peu moins. Si je refais un lancer, encore un peu moins. Et je continue ainsi et je vois que je commence à tracer une courbe qui va ressembler à une courbe qui est bien connue en mathématiques et qui s'appelle une exponentielle. Alors j'ai maintenant fait 25 lancers sur mes 400 dés, je vois qu'il en reste 4 qui ne sont pas tombés sur 6. Ça fait quand même 25 fois que je lance ce dé là et il n'est jamais tombé sur 6. C'est peu probable, mais sur 400 dés, c'était assez probable d'en trouver 4 qui soient dans cette situation. Je continue, j'ai plus que 3. Plus que 3, plus que 2, plus que... Alors va-t-on en trouver plus qu'un? Il a fallu 35 lancers de dés pour n'en trouver plus qu'un. Ah, 39 lancers de dés, je n'en ai plus qu'un. Va-t-il disparaître au prochain tour? Ben j'en sais rien. En fait, tout, on revient au point de départ. On a toujours une chance sur 6 pour qu'il tombe. Donc là, maintenant, on va pouvoir vraiment... On peut attendre encore un paquet de lancers pour qu'il finisse par tomber sur 6, et donc si ça correspondait à des atomes, ça correspondrait à la désintégration du dernier survivant qui nous reste. On va voir combien, et ben voilà, il a fallu 41 lancers de dés pour que tous mes dés tombent sur 6. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le nombre d'atomes a décru en faisant une exponentielle, et si je traçais aussi le nombre de dés que j'ai perdu à chaque fois, à chaque lancer, eh bien j'obtiendrai aussi une exponentielle, et le nombre de dés que j'ai perdu à chaque lancer, eh bien ça serait l'équivalent de ce qu'on appelle l'activité d'un échantillon. Et donc l'activité, c'est la dérivée par rapport au temps du nombre d'atomes radioactifs qu'on a, de noyaux radioactifs qu'on a dans un échantillon. On, voilà, donc c'est une dérivée, mais si on fait la comparaison avec la vitesse, on a aussi la vitesse qui peut être vue comme la dérivée de la position x par rapport au temps. Si on a un mobile qui se promène à une direction x qui dépend du temps, eh bien, et donc on pourrait aussi avoir la formule, si on a un intervalle de temps, et donc on a ici xa et là xb, et puis qu'on a eu un intervalle de temps delta t, on pourrait dire que la vitesse c'est xb moins xa, c'est-à-dire la distance parcourue divisée par delta t. Et bien de la même façon, là j'ai fait une petite comparaison avec de la mécanique qui est donc un peu plus connue, un peu plus concrète j'espère. Et bien pour l'activité, on aurait l'activité qui est le nombre de désintégrations par unité de temps, si delta t est un intervalle de temps défini. Et en fait, mathématiquement parlant, on va voir que ça correspond à la dérivée par rapport au temps du nombre de noyaux qu'on a dans l'échantillon. Alors on va obtenir une courbe qui a l'allure de l'exponentielle ici, dont on va reparler tout à l'heure, mais avant quelques précisions pour donner des ordres de grandeur de radioactivité naturelle ou artificielle. Alors la radioactivité n'est pas du tout inventée par l'homme, c'est un phénomène naturel. Les roches, l'eau de pluie, le lait, notre corps humain. Le corps humain contient des atomes qui se désintègrent et donc nous sommes radioactifs nous-mêmes. Alors 120 becquerels par litre, donc quelqu'un qui ferait une cinquantaine de kilos, c'est-à-dire 50 litres. Alors on va faire des calculs plus simples, on va faire 100 kilos, comme ça fait 100 litres, et ça fait 120 fois 100 kilos, ça ferait donc 12 000 becquerels. Donc une personne de 100 kg a environ 12 000 noyaux d'atomes dans son corps qui se désintègrent à chaque seconde. Alors ça semble beaucoup, mais en fait on a tellement d'atomes dans notre corps que en fait c'est rien du tout. Et que si on regarde des corps qui sont beaucoup plus radioactifs, comme par exemple l'uranium 238, c'est 3,2 mégabecquerels par kilo, et donc là on est en millions de désintégrations par seconde, et par kilo c'est beaucoup plus important. Euh, et donc c'est une source naturelle, l'uranium 238 existe sur la Terre, donc la radioactivité est un phénomène
qu'on trouve tout à fait naturellement, et de l'uranium, il y en a un petit peu dans les roches, et c'est ce qui peut donner une certaine radioactivité aux roches, notamment granitiques, aux roches qui viennent des profondeurs de la Terre. Mais les sources radioactives peuvent aussi être artificielles. On sait fabriquer du radium 226, du césium 137, du plutonium 239 qui sert à faire des bombes atomiques. Et alors ça, c'est très radioactif, c'est une grande activité et aussi donc une grande demi-vie. On en parlera tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est que la demi-vie? On a vu tout à l'heure que l'activité d'un corps est une courbe exponentielle en fonction du temps. C'est une exponentielle décroissante. Eh bien, on peut tracer, si on trace des intervalles de temps réguliers, on peut chercher l'intervalle de temps qui va être nécessaire pour que l'activité soit divisée par 2. C'est ce qu'on appelle la demi-vie. Au bout de 2 demi-vies, alors attention, le piège serait de dire, eh bien si j'ai eu une division par 2 ici, si ça continue pareil, ben, au bout d'une deuxième division par 2, ça tombe à 0. Donc ça c'est faux. Je n'ai pas la première demi-vie, c'est ça. La deuxième demi-vie, ça ne va pas tomber à 0 puisque j'ai beaucoup moins de candidats à la désintégration. Je vais donc avoir moins de désintégration et je vais en avoir dans une autre demi-vie, je vais n'en avoir que la moitié de ceux qui me restaient qui vont se désintégrer. Je poursuis le raisonnement dans la troisième demi-vie, j'aurai la moitié de la moitié de la moitié qui vont se désintégrer. Et ça va me faire ici cette courbe qui nous montre cette progression qu'on appelle exponentielle décroissante. Alors il faudrait 20 fois la période radioactive, 20 fois une demi-vie pour considérer qu'un échantillon est inactif. Et on a vu tout à l'heure que du césium-137, qui est par exemple un des produits de réaction nucléaire artificielle, eh bien la demi-vie c'est 30 ans, mais en fait il faudrait 20 fois 30 ans pour qu'un échantillon de césium-137 soit considéré comme inactif. Il peut y avoir du plutonium, sa demi-vie c'est 24 000 ans, donc il y en a qui ont des durées de demi-vie encore plus grandes, donc des éléments peuvent avoir finalement une espérance de vie qui peut se chiffrer jusqu'à plusieurs milliards d'années, ce qui est énorme par rapport à une durée de vie humaine. Loi de décroissance radioactive. Quelle fonction faudrait-il rentrer dans une calculette graphique pour obtenir une courbe de cette forme-là? Eh bien, c'est une courbe qui va être sous la forme, par exemple, si on veut le faire sur une calculette graphique, il faudrait faire par exemple y égale 2 multiplié par exponentielle moins t, moins t sur 3 par exemple. Et donc par association, on pourrait dire que n0, ma valeur 2 qui est ici, eh ben, c'est une courbe qui commencerait à 2 et elle décroît. Alors elle décroît, on a ici un coefficient 1 tiers, et en fait ça serait le temps où on trace ici la tangente. Bref, ça nous donne l'ordre de grandeur de la décroissance. Au bout de 5 fois ce temps de décroissance, qui ici serait donc 3 secondes, au bout de 3 fois une demi-vie, je suis déjà très bas. Au bout de 5 demi-vies, on peut considérer que on a moins de 1% de ce qu'on avait au départ. Donc l'échantillon n'est presque plus radioactif. Vous avez ici une autre formule qui permet de calculer la quantité d'atomes de noyaux radioactifs qui restent. Donc N0, ça serait la quantité le nombre de noyaux radioactifs qu'on a initialement. On va faire apparaître ici le T1,5 qui est la demi-vie. Il faut ensuite mettre des constantes, ça ce sont des raisons mathématiques. Il faut rajouter la constante ln de 2 et multiplier par t sur t1,5 pour obtenir l'équation de décroissance qu'on avait ici. Alors pourquoi ce ln de 2? C'est tout simplement que si t égale t1,5, mon équation, je vais l'écrire comme ça, n de t1,5, ça va être n0 multiplié par exponentielle de moins ln de 2
Multiplié par t sur t1 demi, bah, ça va faire 1. Et exponentielle de ln de 2, eh bien ça fait 0,5. Et donc on a bien la moitié de n0. Ce qui nous permet de comprendre que la population qui nous reste au bout d'un temps 1 demi, eh bien c'est la moitié de la population initiale. Voici, eh bien c'est tout pour aujourd'hui.